Ok, mais bonsoir à tous. Donc, je suis Mathieu Chikot, professeur de l'SPCI, et j'ai le plaisir de recevoir Moustapha Ben Safi, qui est directeur de recherche au CNRS, Centre de recherche des neurosciences de Lyon, qui va nous parler du sens de l'odorat, qu'on connaît assez peu de fait, donc je suis très curieux d'en apprendre. Voilà, merci. Merci Mathéo, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc moi je viens de Lyon. Donc, je travaille dans un centre qui s'appelle le Centre de recherche en neurosciences de Lyon. On est environ, il y a 400-450 membres, la moitié des étudiants, puis l'autre moitié. Donc c'est une grosse UMR, hein, INSERM, CNRS, et université, hôpital. Et donc moi je co-dirige avec ma collègue Nathalie Manderon l'équipe Neuropop. Donc c'est une équipe où on s'intéresse à la neurobiologie et à la plasticité du système olfactif, mais pas que le système olfactif en fait. On s'intéresse, on va dire, à 90% au sens de l'odorat, mais le sens de l'odorat, il a une particularité, c'est qu'on a d'autres sens qui fonctionnent un peu comme l'odorat, puisque ce sont également des sens chimiques. Donc si par exemple je vous demande combien on a de sens, vous allez me dire 5. Voilà. Donc en fait on en a plus. Donc vous le savez certainement. Donc, par exemple il y a le sens de l'équilibre, on ne va pas le compter dans les 5 sens, mais il y a d'autres sens qui sont un petit peu cachés, je vous en parlerai un petit peu aujourd'hui, mais juste pour l'introduction, pour vous expliquer un peu la complexité de l'étude du système olfactif. Eh bien, c'est un système en fait où on va avoir des molécules odorantes, des molécules chimiques dans l'environnement. Vous êtes sans doute mieux placé que moi pour savoir combien de molécules chimiques on a dans l'espace des possibles. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, l'odorat, il peut détecter qu'une toute petite quantité de ces molécules. Et puis ça nous permet en fait de sentir et de discriminer. Alors dans les handbooks on dit 10 000 molécules odorantes, et puis récemment il y a des études qui ont utilisé des méthodes mathématiques un petit peu poussées, qui montrent qu'en fait on pourrait discriminer plus de 1000 milliards de molécules odorantes. Voilà. Alors l'odorat, sens chimique, mais il y en a d'autres. Par exemple la gustation. La gustation, c'est aussi un sens chimique. Alors, juste mettez-vous un peu, on va dire, réfléchissez au système visuel, au système auditif. Donc, on va avoir pour la vision, on va voir le stimulus, c'est de la lumière en fait. Hein. Est-ce qu'on a d'autres systèmes sensoriels qui sont sensibles à la lumière ? Pas, on va dire, de manière très franche comme ça, à part des petites études sur certaines cellules, mais la vision, c'est la lumière. L'audition, c'est des ondes, et le système gustatif, ce sont des molécules chimiques comme le système olfactif. Simplement, ces molécules, elles sont capables de se dissoudre dans la salive, alors que l'olfaction, ce sont plutôt des molécules qui sont extrêmement volatiles. C'est on va dire la grande différence. Et puis on a un troisième sens. Je vous en parlerai tout à l'heure. Retenez juste ce terme, la sensibilité trigéminale. Donc trigéminale, ça va être tout ce qui concerne quand vous avez par exemple un bonbon à la menthe en bouche, vous sentez l'odeur de menthe, vous avez un goût sucré, et puis vous avez une autre sensation qui est la fraîcheur. Et en fait, c'est d'où ça vient cette sensation ? C'est bien un sens, une modalité sensorielle qui a fait en sorte d'attraper un stimulus et de vous faire une sensation de fraîcheur. Eh bien, c'est la sensibilité trigéminale. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et donc nous, dans l'équipe, on s'intéresse à ces sens et on essaye de comprendre comment ils entrent en interaction avec les systèmes des émotions, de la mémoire. Pour cela, on utilise l'être humain. Donc moi, je travaille avec le modèle humain, et on a d'autres collègues dans l'équipe qui travaillent chez l'animal, par exemple, pour aller sonder des choses qu'on ne peut pas étudier chez l'homme, et notamment des mécanismes très moléculaires ou très cellulaires dans des structures qu'on appelle le bulbe olfactif, je vous en parlerai aussi, où là on a besoin d'avoir une variété de modèles.
Voilà. Le mot plasticité, c'est important. On s'intéresse à la plasticité parce que l'odorat, c'est une modalité... en fait, les neurones olfactifs, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont se régénérer. Et ça, c'est un cas quasi unique dans le cerveau, avec certains neurones au niveau de l'hippocampe, hein, c'est une zone qui est impliquée dans la mémoire. Mais entre ce qui se passe dans l'hippocampe et ce qui se passe dans certaines zones olfactives, en termes de régénérescence, c'est vraiment unique, quoi. Il n'y a pas d'autres zones dans le cerveau dans lesquelles on peut avoir de la neurogénèse. Donc, plasticité, c'est aussi le fait que chez une même personne, on va avoir un odorat qui peut fluctuer. Il va fluctuer, par exemple, à l'échelle d'une journée, avant de manger. Vous sentez une odeur, je ne sais pas moi, de steak frites ou de ragoût, c'est appétissant, il est 11h30, vous avez envie d'en consommer si vous aimez bien ça. Mais si vous sentez la même odeur à 14h, c'est pas l'heure, vous avez déjà mangé. Et donc l'odeur, la molécule odorante, va vous induire, en fait elle entre en interaction avec votre système olfactif, et puis au lieu d'avoir une bonne odeur, vous avez une odeur un peu grasse, et donc vous n'allez pas forcément vouloir en consommer. Donc ça, c'est une première modulation à l'échelle on va dire de la journée. On a des modulations aussi à l'échelle d'un mois, par exemple chez la femme, le cycle menstruel. Eh bien, votre perception olfactive, elle va différer en fonction de la phase du cycle. On en parlera tout à l'heure. Et puis encore chez la femme, mais là à l'échelle d'une année, un peu moins, 9 mois, la grossesse. Pendant le premier mois de grossesse, en fait, chez une bonne majorité de femmes enceintes, vous allez avoir un odorat qui va être un peu exacerbé. Donc j'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc tous ces mécanismes de plasticité, on veut les comprendre. On veut comprendre les facteurs qui vont mener justement à observer des variations interindividuelles, intra-individuelles. Et tous ces facteurs, en fait, je vous donnerai des petits exemples avec des études qu'on a effectuées dans notre équipe. Souvent en collaboration d'ailleurs avec soit des chimistes, comme vos collègues ici, soit des linguistes parfois, parce qu'on a besoin d'accéder au discours des gens pour bien comprendre leur perception. Il nous est arrivé aussi de travailler avec des philosophes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière une description de perception. Quand quelqu'un vous décrit ce qu'il est en train de sentir, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Et donc là, il y a des collègues philosophes qui nous aident en fait à mieux qualifier et quantifier la perception qu'on va recueillir chez nos sujets. On travaille aussi beaucoup avec des informaticiens. L'IA, c'est très à la mode. On n'est pas forcément expert, donc je vous donnerai des exemples où on a essayé de relier justement la chimie des odorants avec la perception. C'est pourquoi une odeur est florale, pourquoi une odeur est fruitée. Et puis plein d'autres exemples aussi en lien avec la plasticité, notamment l'acquisition d'une expertise, comment on fait pour devenir expert en olfaction, comment on fait pour récupérer son odorat quand on l'a perdu. Donc je finirai en fait la conférence avec ça. Je vais axer la conférence avec deux grands thèmes. Le premier, c'est vraiment de la recherche fondamentale, où je vais essayer de vous donner des éléments de connaissance sur la fonction olfactive et essayer de vous montrer comment c'est un traitement qui est extrêmement complexe. Ce n'est pas un traitement basal avec un stimulus-réponse, j'aime pas. Ça implique des mécanismes très complexes qui vont impliquer pas simplement que le système olfactif, mais les systèmes de la mémoire, les systèmes des émotions, de la cognition aussi.
Et puis, dans une deuxième partie, je vous parlerai aussi de ce qu'on fait dans l'équipe en termes de... finalement, maintenant qu'on a des résultats, ou alors on a mis en place un modèle théorique, est-ce qu'on peut l'utiliser dans des cas pratiques? Et ça, souvent, c'est ce qu'on fait quand on collabore avec soit des associations ou des fondations. L'association, ça peut être, par exemple, on travaille avec des associations qui essayent de diversifier l'alimentation des enfants autistes. Donc on passe par le système olfactif, le système gustatif. Je vous en parlerai rapidement. Et puis, on a également travaillé sur la perception chimio-sensorielle dans le cadre de personnes qui ont des cancers sous chimiothérapie. Et ces personnes-là, en fait, pendant leur traitement, leur odorat, il est complètement modifié. Et on essaie de travailler avec des chefs chez qui on va donner, on va prendre par exemple le patient, on va essayer de le profiler du point de vue chimio-sensoriel, parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la chimiothérapie. Et ensuite, on donne ces informations au chef cuisinier qui peut améliorer ou modifier le plat. Donc l'idée c'est individualiser en fait l'alimentation chez les personnes qui souffrent. Voilà. Et puis on a aussi des projets avec des industriels, je ne vous en parlerai pas dans le détail, mais je vous donnerai quelques exemples où on va dire le Graal, c'est essayer de mesurer l'impact émotionnel que vont avoir des produits odorants ou avec des arômes particuliers. Donc, je vous parlerai de ça aussi. Et je terminerai avec des projets très cliniques où, par exemple, on essaie de développer des méthodes qui vont permettre à des gens qui ont perdu l'odorat de le récupérer. Alors ça peut être des méthodes très comportementales. Les gens vont flairer plusieurs fois par jour différentes molécules odorantes et on va essayer de les monitorer, de les suivre pendant plusieurs semaines. Ou alors des méthodes un peu futuristes où il s'agit de rêver, voilà, de rêver au développement d'une prothèse olfactive par exemple. Et donc je vous parlerai de ce projet un peu fou aussi. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vais vous faire juste un tout petit historique. Et ça me paraissait intéressant parce que raconter des histoires sur le fonctionnement du système olfactif, en fait, c'est dommage de faire que ça si vous n'avez pas en tête à quoi ça sert l'odorat. Alors, à quoi ça sert si vous ouvrez un article de synthèse sur l'olfaction, dans le tout premier paragraphe de l'introduction, on va vous dire l'odorat, ça sert à trois choses. Donc, ça sert à détecter des choses nocives pour votre organisme. Donc, c'est le système d'alerte. Hein. Attention, cet aliment il est périmé, hein, vous avez senti l'odeur, vous reculez. Attention, il y a une odeur de fumée. Attention, il y a une odeur de gaz. Hein, voilà. La deuxième fonction, elle est hédonique ou émotionnelle. Ça sert à éprouver du plaisir. Quand on mange, on a effectivement la gustation qui nous aide à savoir si c'est salé, sucré, acide, amer. Mais l'olfaction, ça vous aide à savoir ce que c'est. C'est de la vanille, c'est du chocolat. Et ça ajoute également une forte composante émotionnelle. Le sucré le fait beaucoup, hein, mais l'olfaction va le faire de manière très spécifique pour chaque molécule, ou chaque ensemble de molécules. Et puis troisième fonction, vous allez voir, c'est important dans la communication entre les individus. Hein. On se parfume, on fait attention à notre odeur corporelle. Des fois, l'odeur des autres peut nous déranger, ou l'odeur de nos enfants, ça crée un réel attachement, ou de notre partenaire. Donc, cette communication, cette interaction, cette fonction dans l'interaction sociale, elle est vraiment omniprésente, très peu étudiée parce que on a du mal finalement à savoir ce que la personne qui est en face de vous est en train de sécréter. Hein, comment on fait pour savoir que
on sécrète telle ou telle molécule. Ensuite, pourquoi on les sécrète? Ensuite, est-ce qu'on les détecte? Comment? Donc, vous imaginez les protocoles que ça nécessite. C'est des protocoles, on va dire, qui sont entachés de plein de biais aujourd'hui. On essaye de les améliorer. Hein. Dans l'équipe, on a une collègue qui travaille que là-dessus. En plus, c'est une science des fois qui peut paraître un peu folklorique parce que dès qu'on parle de ça, on va parler des phéromones. Voilà. Et donc là, il y a deux, on va dire, il y a des croyances qui se croisent avec une objectivation scientifique qui ne sont pas forcément compatibles en fait. Voilà. Et donc je vous ai parlé de ces trois fonctions. En fait, il y a l'odorat dans l'histoire, il avait d'autres fonctions en fait, d'autres fonctions. Et c'est toujours des fonctions en lien avec l'hédonisme, en lien avec, on va dire, la charge affective que ça peut véhiculer. Mais, par exemple, chez les Grecs, il permettait d'attirer les dieux dans un lieu. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle une échelle de perfection hédonique où on va avoir, pour les Grecs, les dieux ils sont caractérisés par une odeur extrêmement agréable. Voilà. Donc, si vous arrivez à recréer une odeur agréable dans un lieu donné, eh bien, vous êtes en train d'attirer les dieux. Les mortels, c'est une odeur neutre, sauf en cas de maladie. Alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a plein de labos dans le monde qui travaillent justement sur l'odeur de la maladie, en fait. Voilà. Et eux, ils avaient déjà compris que voilà, quand on est malade, on va produire une odeur qui est particulière. Et puis les animaux, eux, c'est la mauvaise odeur. Voilà. Alors, juste pour vous donner une info, généralement, les odeurs, on va les créer avec de la viande qu'on fait griller dans un brasero, ou des plantes aromatiques, ou des épices. Alors les épices, aujourd'hui, on achète ça au supermarché, mais avant, c'était quand même quelque chose qui avait une très très grande valeur. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je crois que le safran, ça doit coûter la moitié d'un lingot d'or en termes. 1 kilo de safran, c'est de l'or. Donc, voilà. Les Romains, ils ajoutent une petite chose, c'est que quand vous avez des bons parfums, vous êtes à un niveau social assez élevé. Voilà, donc ça exprime en fait une identité, notamment sociale. Et puis, voilà, les parfums commencent à être utilisés dans des cérémonies, pas que des rites religieux, mais également des mariages. La culture aussi des odeurs, c'est-à-dire produire des odeurs et montrer que ces odeurs-là, c'est un signe de richesse. Alors tout ça, ça a commencé très loin en Orient, en Inde, dans la Perse également. Et puis ensuite, ça a été véhiculé à travers d'est en ouest pour arriver en Espagne, en Andalousie, où il y avait plein de palais en fait. À chaque palais, son jardin. Et dans ces jardins, en fait, les souverains, ils se faisaient un peu une compétition. Et cette compétition, c'était pas simplement le nombre de kilos d'or qu'on avait dans les coffres, c'était aussi le nombre d'essences différentes qu'on avait dans les jardins, en fait. Donc voilà. Un peu plus proche de nous, en France, donc la parfumerie. Ça, c'est intéressant. J'ai trouvé que ce lien avec l'émotion dans le temps pouvait être intéressant à vous communiquer. Les parfums, à l'époque, c'était essentiellement des notes extrêmement fortes et très animales. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aimerait pas ces parfums. C'est des parfums à base de musc, de civette, d'ambre marine. Mais ces produits-là, effectivement, aujourd'hui, c'est interdit. On doit utiliser des artifices, en fait. Mais à l'époque, ça devenait de plus en plus rare. Et puis, il a fallu se tourner vers d'autres matières premières. Et ces autres matières premières, les moins chères, c'est les fruits et les fleurs. Donc, les parfums,
on a bougé de parfums plutôt avec des notes animales à des notes plus végétales. Et donc pour produire la matière première, on a modifié nos paysages olfactifs avec des jardins, des vergers pour produire les plantes nécessaires. Et ça a bouleversé pas mal on va dire, paysages olfactifs dans le sud de la France, notamment vers Grasse, etc. Donc voilà, c'était intéressant à noter, je trouve. Et puis dans les villes, à l'inverse, alors là on ne parle pas de parfum, mais on va parler d'odeurs très désagréables. On cohabitait en fait avec, dans le voisinage, avec des bouchers, des poissonniers, des tanneurs qui vont utiliser des substances toxiques, végétales, pour faire fermenter les fibres, etc. Et donc en fait on va les éloigner du centre-ville. Alors pour information, en fait, tout ça c'est en fait lié à la poussée urbaine. Donc dans le royaume de France, vers 1515, on a 10% d'urbains. À la Révolution, 20%, puis Second Empire, 50%. Voilà. Et donc, en fait, on sort l'odeur des villes. Voilà. Alors, je ne connais pas la politique à Paris. Je sais que dans beaucoup de villes, on essayait de sortir les odeurs, puis maintenant, on essaie de réintégrer des jardins dans la cité, quoi. Voilà. Alors, en termes scientifiques, il est intéressant de noter que l'olfaction, c'était un sujet d'étude, on va dire, assez peu exploré. Assez peu exploré. Qui connaît Paul Broca? Ouais? D'accord. Si je vous demande Paul Broca, vous me donnez un mot-clé. Pardon? Plus fort, plus fort. Ouais, qui sert à le langage. Voilà. Donc Paul Broca, il travaillait pas loin, c'est pas loin la Salpêtrière. Hein? Ouais. Je crois que c'était un élève de Charcot, je pense. Et Broca, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bon, en fait, avec Charcot et puis plein d'autres, il prenait les patients qui venaient. Et les patients, ils avaient des symptômes. Alors, soit ils ne parlaient pas, soit ils n'entendaient pas, soit ils étaient affectivement très altérés. Donc ils notaient. Et puis dès que le patient mourait, ils ouvraient la tête et ils regardaient s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas dans le cerveau. Donc c'est la naissance de la neuropsychologie en fait. Donc, à un problème dans le cerveau, on relie une fonction altérée et donc on en déduit que cette région-là, elle est impliquée dans cette fonction. Mais il n'a pas fait que ça, Broca. Broca, il a également fait des études très intéressantes du point de vue neuroanatomique. Et donc là, il a pris plein de cerveaux de différentes espèces, puis il les aligne comme ça sur la table, et puis il constate, alors je ne sais pas s'il constate, ou j'ai lu vous le trouvez son article, il est sur Gallica, c'est gratos. Alors c'est pas des articles de 10 pages, c'est un bouquin. Mais pour lui, c'est un article, c'est un truc qui doit faire 150 pages ou 100 pages. Et en fait, il va les poser, et puis il va faire deux classes, deux catégories. Parce que ça se voit quasiment à l'œil nu. Les cerveaux où l'olfaction, elle est importante par rapport au reste du cerveau, et les cerveaux où l'olfaction, elle est vraiment minoritaire, où elle n'existe carrément pas. Alors la très grande majorité des espèces, ça rentre dans les osmatiques. C'est-à-dire que l'olfaction, ça prend une grande partie du cerveau. Et en plus, chez ces espèces, ils constatent que l'odorat, en fait, c'est en gros un individu de cette espèce dans la nature, s'il perd l'olfaction, il meurt. Voilà. Les autres, il y en a très peu, donc quelques cétacés, quelques amphibiens et les primates, dont l'homme. Et ça, il les classe dans les anosmatiques, en disant, eux, petit odorat ou pas d'odorat du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Il dit, on a une atrophie, donc, tout petit odorat,
et ça coïncide avec le développement excessif du lobe frontal. Et là, il dit, ce lobe s'agrandit, agrandit aux dépens des autres, voilà. La vie intellectuelle s'y est centralisée. Donc, la vie intellectuelle, c'est le lobe frontal, et l'olfaction, ben, c'est pas intellectuel. Voilà. Alors, c'est un raccourci, hein. Mais ça, ben, ça a fait des petits. Et par exemple, Darwin, ben, il va dire que chez l'humain, l'odorat est d'une utilité extrêmement faible. Freud, c'est insensibilisé au foulé. Et puis, ben, on est resté avec cette croyance que l'odorat, ben, il ne sert pas à grand-chose. Il ne sert pas à grand-chose, mais on a des personnages comme ce monsieur qui s'appelle Jacques Lemanien, qui connaît? Non, ouais. C'est quelqu'un de très connu, il était directeur de recherche au CNRS, au Collège de France. Voilà. Il était fondateur en fait de la première association internationale sur l'olfaction, le goût, voilà. Et puis il y a deux de ses étudiants ou followers, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui ont vraiment contribué en France à l'étude de cette modalité, puis, et dans le monde aussi. Et puis, de manière intéressante, c'est ça, c'est en 2004, le prix Nobel de physiologie et de médecine, ben, il est attribué à Linda Buck et Richard Axel pour leur découverte sur la famille des gènes de l'odorat. Donc là, j'ai dit le premier mot magique, les gènes de l'odorat. Est-ce que vous pensez qu'il y a une connexion entre notre génétique et l'odorat? Et si oui, comment? Les récepteurs. Eh oui. Nos molécules odorantes qu'il y a dans l'environnement, quand elles interagissent avec notre système olfactif qui est situé tout en haut de la cavité nasale, elles interagissent avec des récepteurs. Et ces récepteurs sont des protéines. Et donc, qui dit protéines, dit gènes. On va y revenir. Merci. Voilà, donc là, on a la lumière, elle est mise sur une discipline. Alors ça, je vous avoue que ça a permis d'attirer des fonds. Ah, il y a un prix Nobel sur l'olfaction, etc. Bon, vous travaillez en olfaction? Ouais. Bon, pas de problème. ANR, machin. Alors, pas de problème, non. On va dire qu'on était un peu plus visible, un tout petit peu plus visible, et puis surtout des étudiants motivés qui étaient intéressés. Voilà. Et puis, une deuxième mise en lumière, ben ça vous le savez, c'est pendant la pandémie de Covid où là, c'est le grand public qui est au courant qu'on a un nez et que ça sert à quelque chose. Voilà. Parce que quand on perd l'odorat, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas évident. Hein. Alors, dans la crise Covid, effectivement, on avait d'autres préoccupations. Hein. On se surveillait, est-ce qu'on respire bien, mais quand les troubles olfactifs y durent, ça c'est juste un Google Trend où vous tapez perte odorat puis vous voyez que ça suit les vagues Covid en fait. Ça se superpose avec les vagues. Voilà. Alors, donc, on va dire, tous ces travaux, en fait, cette quête d'une meilleure compréhension des mécanismes de l'olfaction, en fait, ça soulève pas que des enjeux scientifiques, ça soulève aussi des enjeux sociétaux, économiques, dont je vais vous parler. Et en termes scientifiques, d'abord, il y a trois grandes questions qui se posent. La complexité du traitement neural et cognitif, et la place de la composante hédonique et émotionnelle. Donc, comment, en gros, on passe d'une molécule odorante à une interaction avec un récepteur. Donc là, c'est de la chimie. Mais le cerveau, il comprend des signaux électriques, en fait. Alors, comment ça se transfère? Et comment ce signal électrique, il se transforme en un truc qu'on a dans notre tête et qui s'appelle odeur. Donc, ça, c'est un mystère. Et je vous avoue qu'en fait, on a des éléments de connaissance, mais on ne comprend pas toute l'histoire encore. Voilà. Expliquer la plasticité de ce sens et sa variabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis évaluer l'effet de son altération sur la qualité de vie des personnes touchées. Ça, c'est vraiment, on va dire, ça englobe
au moins 3/4 des publications du domaine. Voilà. Et puis, il y a des enjeux économiques, dans la mesure où comprendre l'effet de la composante émotionnelle des odeurs sur les préférences, la perception des consommateurs, c'est un challenge qui touche plein de domaines, l'automobile, l'environnement, l'agroalimentaire, la parfumerie. Il y a aussi tout ce qui est technique de diffusion des odeurs. Et ça, par exemple, je vous donne des exemples, ce n'est pas des choses que je fais moi, au quotidien, mais juste pour que vous ayez un panorama de ce qui se fait en termes de recherche appliquée en olfaction. Vous jouez à un jeu vidéo, puis vous voulez une immersion olfactive. Sony, c'est un truc sur lequel ils travaillent depuis très longtemps, en fait. La mise en place d'outils de diagnostic et de récupération de l'odorat, ça aussi, c'est beaucoup d'équipes travaillent là-dessus. Et puis, essayer de regarder un peu plus loin. Quand les technos de captation des odeurs, les technos de stimulation neurale, on pourra faire des micro-stimulateurs, est-ce qu'en combinant ces technos, avec les connaissances qu'on a en olfaction dite biologique, on pourrait développer des technos qui n'existent pas aujourd'hui, comme des prothèses olfactives. Alors, comment ça fonctionne? La gustation sont des molécules. Dans votre alimentation, vous mangez. Celles qui peuvent aller dans la salive, parfois elles arrivent à stimuler des récepteurs qui sont au niveau de votre langue pour 75%. Sinon, on a des récepteurs gustatifs dans le palais, puis dans le reste du canal alimentaire. Et puis ça vous permet d'avoir une sensation dite soit acide, soit sucrée, soit salée, amère. Qui connaît umami? Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué à concevoir pour nous en Occident, mais si je vous demande, ça c'est quelle couleur? C'est blanc. Ça, le bouchon. Il est blanc en fait. Bon, je pourrais vous demander plein de choses qui ressemblent à du blanc, vous allez me dire blanc. Vous avez juste un terme pour décrire des choses en fait qui sont différentes. On les catégorise comme étant blancs, mais si vous allez au pôle Nord, ils ont le blanc de l'ours blanc, le blanc de l'igloo, et ils ont le blanc de la neige fondue, ils ont le blanc, et ils ont des termes différents parce que dans leur interaction avec l'environnement, ils ont besoin de les décrire différemment. Alors que nous, on n'en a pas besoin, en fait. Et pour l'umami, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que on a en Asie des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à... En fait, c'est surtout la sensibilité au glutamate, mais qu'on va retrouver dans des soupes de poisson, des soupes des bouillons de viande aussi. Et en Occident, nous, on l'a pas catégorisé comme étant umami. Il est quelque part entre ces quatre-là. Mais on n'a jamais posé un terme dessus. En psychologie, on dit le langage, c'est un puissant catégorisateur. Dès que vous mettez un mot sur quelque chose, ça commence à devenir une catégorie, en fait. Voilà. Donc, gustation, l'olfaction, ça se passe là, dans cette tache rose ici. Vous voyez cette structure-là, jaune, en forme de peigne? C'est ça s'appelle le bulbe olfactif. Et dans cette tache jaune, on a ce qu'on appelle l'épithélium olfactif. Et ça, en gris, c'est un os. C'est l'os de la base du crâne, qui s'appelle l'ethmoïde, et qui comporte des petits trous. On appelle ça la lame criblée d'ethmoïde. Et ça permet la communication entre la cavité nasale et l'intérieur de la boîte crânienne, où se situe le cerveau. Alors, pourquoi et comment ça communique? Eh bien, ici, vous avez l'épithélium olfactif. Vous avez là un mucus, c'est un peu un gel. Ici, vous avez 3 types de cellules. En couleur, ce sont les neurones, vert, rouge, jaune, violet, puis on peut en mettre plein d'autres. On pourra en mettre 400 différents, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, en rose, ce sont les cellules de soutien, elles garantissent un bon fonctionnement aux neurones. Et puis ici, en noir, ce sont les cellules basales, c'est un peu comme des cellules souches, ça permet de garantir une régénérescence des neurones. Alors,
là, vous avez un neurone qui a une forme bipolaire. Bipolaire parce qu'en fait, il a une dendrite d'un côté et un axone de l'autre côté. Et au niveau de la dendrite, ici, vous avez des prolongements de la dendrite qu'on appelle des cils. Et les récepteurs olfactifs sont sur ces cils. Et les récepteurs sont des protéines, en fait. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ces récepteurs, quand la molécule elle entre en interaction avec ce récepteur, donc, bien, il va y avoir un potentiel d'action, c'est une petite impulsion électrique qui va être transmise le long de cet axone vers le bulbe olfactif. Et il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que chaque neurone olfactif, quand il exprime un récepteur, il exprimera toujours le même. Et chez l'homme, on a 400 récepteurs différents. Chaque récepteur est dupliqué des milliers, voire des millions de fois. Hein. Mais on a une variété de 400 types de récepteurs différents. Donc là, on pourrait mettre 400 couleurs différentes. Voilà, donc l'information, elle est transmise au bulbe, et puis ensuite, ça va vers d'autres structures, dont je vous parlerai après. Alors, ces structures, alors, là, vous avez une idée, voilà, une molécule odorante, là, c'est le cil, ici, la molécule, c'est le petit triangle, et là, vous avez le récepteur. Dès qu'il y a interaction, il y a une petite cascade d'événements biochimiques qui va conduire à la production d'un potentiel d'action. Voilà. Alors, les récepteurs sont des protéines, et donc exprimés par des gènes. Et en fait, les gènes de l'odorat sont situés un peu de partout sur le génome humain. 350 à 400 types de récepteurs, ça dépend de la manière de compter. Et puis un récepteur, en fait, une molécule, elle peut s'accrocher sur un seul récepteur. Des fois, c'est une molécule, un récepteur. Mais des fois, vous avez des molécules qui peuvent s'accrocher à 3 récepteurs différents. Et puis un récepteur aussi peut accueillir une seule molécule, mais il peut accueillir d'autres molécules parfois. Donc vous avez des récepteurs très spécifiques et des récepteurs à spectre très large. Alors, tout à l'heure je vous ai dit pourquoi une odeur, elle sent la fraise, pourquoi elle sent l'abricot, pourquoi elle est fruitée, pourquoi elle est florale. Ben ça, c'est une question qui anime les scientifiques depuis 50-60 ans. Et alors là, normalement, ce graphique, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a fait avec nos collègues informaticiens à Lyon, on a essayé de relier, de trouver dans la structure d'une molécule odorante des invariants entre molécules qui évoquent la même odeur. Et donc pour ça, on a établi une base de données avec environ 3000 molécules odorantes dont on avait les qualités olfactives, et puis avec des algorithmes. Alors ça, ce n'est pas des analyses prédictives, c'est des analyses descriptives. C'est-à-dire qu'on va prendre un jeu de données et on va fouiller dedans. Ça s'appelle la fouille de données, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plutôt, alors dans le data science ou l'intelligence artificielle, on a les choses un peu qui décrivent et les choses qui prédisent. Quand on prédit, on est plutôt dans le machine learning ou le deep learning, et quand on décrit, on est plutôt dans le data mining, dans la fouille de données. Voilà. C'est un raccourci, ce que je dis, mais c'est vraiment les grandes catégories. Et nous, on était plutôt dans le data mining, et puis à partir de là, ben, on a essayé de générer des règles, et ce qu'on a montré, en fait, c'est pas... On n'a pas apporté une réponse à la question de savoir pourquoi c'est fruité, pourquoi c'est boisé. Mais on a apporté un élément qui est, à mon sens, essentiel, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bijection entre la chimie et la perception. Il n'y a pas une règle qui va vous dire c'est comme ça, quand c'est fruité, c'est comme ça. En fait, quand c'est fruité, ça peut être comme ça, mais ça peut être comme ça aussi, mais ça peut être comme ça, et ça peut être comme ça. Mais ce qu'on a montré, c'était que quelles que soient les règles, ce sont des règles qui sont valables que pour le fruité. Ils ne sont pas valables pour autre chose. Voilà. Mais voilà, donc l'idée d'une bijection, quand c'est comme ça, bah en fait c'est un peu trompeur parce que bah, quand on a fouillé dans les données, c'est absolument pas ce qu'on a trouvé. On peut expliquer certaines qualités olfactives, mais avec plusieurs types de règles en lien avec la chimie. Ensuite,
on s'intéresse également à ce qui se passe dans le cerveau, donc on développe des machines qui diffusent des odeurs automatiquement, on met les gens dans un scanner, et puis on recueille l'activité de leur cerveau en réponse à cette odeur. Alors des fois on fait varier le caractère agréable désagréable, des fois on fait varier la familiarité, pour essayer de répondre à des questions fondamentales. Le sentiment de familiarité d'une odeur, comment le cerveau le traite, la composante hédonique, comment le cerveau va la traiter. Et donc on a beaucoup de régions ventrales. Vous voyez, c'est pas cette partie du cerveau qui s'active. Hein. C'est vraiment une région très ancienne, cachée, enfouie. C'est une région qui est en lien avec ce qu'on appelle le système limbique. C'est le système des émotions qui est assez ancien. Et ça implique, l'hippocampe, c'est une région impliquée dans la mémoire, l'amygdale, les émotions, le cortex orbitofrontal, c'est une région émotionnelle, mais également qui va associer une odeur avec un événement. Alors, juste pour vous, cette petite région là, qui s'appelle le bulbe, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaille également chez l'animal pour essayer d'explorer de manière beaucoup plus détaillée les mécanismes olfactifs. Et le bulbe, par exemple, il est pas accessible chez l'homme, c'est trop petit pour le voir à l'IRM. Alors, on a quand même fait des études, je vous épargne tout ça. Voilà, regardez juste par là. Vous voyez, on a, ça c'est vraiment une approche, une étude méthodo. Hein. On a montré que sur certains sujets, on pouvait observer une activité du bulbe. Donc, premier pas pour nous, et donc on attend la suite dans quelques années. C'est des études assez difficiles à mettre en place parce que les scanners tels que je vous ai montrés ici sont pas, les scanners conventionnels standards ne sont pas équipés. Il faut développer des antennes, des choses qu'on appelle des antennes, pour avoir un meilleur signal. Et ça, il faut travailler vraiment avec le fabricant, Siemens ou autre. Ensuite, parfois, il nous arrive aussi d'essayer de comprendre la composante trigéminale, où est-ce qu'elle est traitée, le caractère olfactif, où est-ce qu'il est traité. Puis, je vais vous épargner les détails, mais voilà, l'amygdale, qui est une région très émotionnelle, par exemple, elle va traiter le caractère irritant, le caractère un peu douloureux de la molécule odorante. Alors que d'autres régions, comme le cortex piriforme, je ne sais pas si je le présente après, mais c'est cette région qui reçoit l'information du bulbe olfactif, va traiter plutôt vraiment des aspects qualitatifs en termes olfactifs. Voilà. Ça, c'est intéressant. On a montré dans cette étude que quand vous sentez une odeur très agréable, eh bien vous activez non seulement le système olfactif, mais quand elle est très 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 agréable, voire attractive, vous activez ce qu'on appelle le système de récompense. Et le système de récompense, c'est un système qui est impliqué dans différentes formes d'addiction en fait, comme l'addiction au jeu, l'addiction à l'alcool, voilà, l'addiction au chocolat. Qui aime le chocolat? Voilà. Donc là, vous êtes en train de stimuler votre système de récompense aussi. Alors ça, c'est intéressant, c'est les facteurs de variation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien, pourquoi l'odorat fluctue et comment il fluctue chez une même personne ou entre deux personnes? La gestation, j'en ai parlé, l'état hormonal, le genre, il peut y avoir des différences hommes-femmes aussi. Le développement, quand on est petit et puis quand on vieillit, et quand on est un peu au milieu, on ne va pas percevoir les odeurs de la même manière. Les pathologies, 80% des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ont un trouble olfactif. Voilà. Attention, il ne faut pas faire le raccourci, j'ai un trouble olfactif et donc je vais développer la maladie d'Alzheimer. Voilà. Les variations génétiques, on en parlera, la satiété, je vous en ai parlé, la culture aussi, le langage et l'apprentissage, l'expertise, plutôt pour et tout l'environnement chimique. Tout ça, ça module votre odorat. Alors, cette molécule, le trans-2-hexénylacétate, si vous allez au marché, mais achetez des bananes vertes et vous les grattez comme ça, et vous les sentez, ça sent ça. Voilà. C'est pas de la banane, mais ça nous rappelle la banane. Et en fait, là, on a fait une étude où on l'a présenté une première fois à un groupe, et
Et on demande si c'est agréable ou pas. Donc c'est plutôt agréable, 6 sur une échelle de 1 à 9. On représente la même odeur, au moyen, mais plutôt neutre agréable. Mais voilà, la baisse que vous avez là, c'est le même groupe, elle n'est pas significative. Et puis là, vous prenez un autre groupe de sujets et vous présentez une fois, c'est à peu près la même note que le groupe contrôle, mais là, la deuxième fois, vous dites, tiens, c'est de la banane. Vous dites juste ça. Voilà. Et là, langage, catégorisateur puissant, boum, banane, c'est bon, donc c'est agréable. Voilà, donc en fait, alors on a aussi objectivé ça avec des études IRM, vous ne voyez pas ici, mais dès que vous avez un label, vous activez une région donnée. C'est la base du marketing, voilà, il n'y a pas que l'intérieur du produit qui compte, il y a aussi tout le packaging. Le langage des odeurs, bon, voilà, ça je vais passer assez rapidement, on pourra en discuter si vous voulez. On ne décrit pas les odeurs de la même manière. Bon, ça c'est une étude où on a pris des personnes qui étaient novices en olfaction. Pendant une semaine, on leur a présenté des odeurs et on leur donne le nom des odeurs. Et au bout d'une semaine, ils sentent, hop, ils arrivent à reconnaître les odeurs. Et puis on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau, et puis ils activent des régions supplémentaires maintenant. Ce sont des régions qui sont impliquées dans les associations. Donc, ce n'est pas que les zones olfactives qui vont activer, mais c'est aussi des zones qui vont être impliquées dans l'association entre un stimulus et un contexte. Voilà. Donc, l'expertise, ce n'est pas forcément inné, ça s'apprend aussi. Voilà. Ça, c'est intéressant. Le méthylsalicylate, c'est une molécule. Qui connaît? Ouais, non. Donc, méthylsalicylate, au Canada, au Québec, au Canada, même en Amérique du Nord, je pense aux États-Unis aussi, ils l'utilisent dans les bonbons, dans les friandises en fait. C'est l'odeur du wintergreen. Et puis nous, en Europe, au moins en France en tout cas, on l'utilise dans les baumes. Donc en fait, c'est pas la même fonction. Et du coup, quand vous faites sentir ça à des Canadiens ou à des Français, alors, en gris, c'est les Canadiens, et en sombre, c'est les Français. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus comestible, et beaucoup plus familier. En fait, tout s'est modifié. Mais voilà, les barres que vous voyez là, ce sont des barres qui montrent des différences nettes pour l'odeur de méthylsalicylate. Ok, j'ai presque fini ma conférence. J'ai une petite surprise. Vous allez sentir, vous n'êtes pas obligé de sentir, c'est un jeu. Alors, je vais avoir besoin d'aide. Voilà. Ouais, hop. Je parfume un peu. Ouais. Tiens. Je parfume. 25. C'est bon? On va dire c'est OK. Ok, je vais vous demander un tout petit peu d'attention. Qui a trouvé ça super plaisant? Ouais. Ok, baissez la main. Qui a trouvé ça moyen? Ok. Ouais. Ok. Qui a trouvé ça un peu lourd? Ouais, on en a quelques-uns. Ok. Donc vous voyez là, on a quand même une diversité. On a la moitié des gens qui trouvent ça super plaisant, puis l'autre moitié, on va dire moyen, puis quelques-uns qui trouvent ça un peu lourd. Qu'est-ce que vous avez identifié comme odeur? Fleur. Entre fleur et fruit. Ouais. Mais ça évolue dans le temps. Ça évolue dans le temps. Ouais. Agrumes. Quoi d'autre? Savon. Ouais. Ok. On va trouver une lingette pour bébé un peu. Lingette pour bébé. Ok. Bon. Alors ça, je vais pas citer le nom.
c'est un parfumeur hyper connu avec qui je travaille. Et je lui ai demandé de me faire un parfum en ciblant une molécule en particulier. Donc il est parti sur une de ses compositions et il a intégré la molécule que je lui ai demandé. Voilà. Donc c'est pas un parfum que vous pouvez acheter, mais c'est un parfum un peu modifié avec une molécule dont je vais vous parler maintenant. Est-ce que quelqu'un a senti ça? Ouais? Ouais? Tu cherchais? Voilà. Ok. Alors, je voulais quelque chose avec une molécule qui évoque l'odeur de violette en fait, mais pas forcément de manière obvious, certaine. Alors, cette molécule, c'est ça. C'est la bétaïonone. Et la bétaïonone, on a quelque chose de très intéressant, c'est que on connaît le récepteur qu'elle active. Voilà. C'est ce récepteur. Alors, les récepteurs, ils ont des noms un peu bizarres. Hein. En olfaction, OR, c'est olfactory receptor, et 5A1, bah, c'est son nom. Voilà, ce sont des récepteurs transmembranaires, ils traversent 7 fois la membrane. Et puis, ce récepteur, il a une particularité. C'est que son gène, en fait, il est polymorphique. Polymorphique, ça veut dire qu'il peut prendre plusieurs formes, le récepteur, en fonction du génotype. Donc le génotype, c'est 2 allèles. Papa peut nous donner A, maman A, on est AA. Ou alors papa nous donne A et maman G, ou alors on reçoit G et G. Et bien en fonction du génotype que vous avez, vous n'allez pas avoir exactement la même forme. Dans la séquence ADN, il y a un nucléotide, une base azotée, une seule, qui est modifiée. C'est une toute petite mutation. Et cette petite mutation, entre le A et le G, eh bien ça fait que vous allez avoir des récepteurs avec des formes un tout petit peu différentes. Et quand la molécule odorante va s'accrocher sur le récepteur, eh bien, le signal, ce n'est pas exactement le même. Voilà. Ça, c'est une étude qu'on a menée avec nos collègues à Madagascar. Et là, vous voyez, les personnes qui sont AA, elles détectent très peu cette molécule. Très très peu. Parfois, elles ne la détectent même pas. C'est ce qu'on appelle une anosmie spécifique. Et les personnes qui sont âgées, en fait, dès que vous avez l'allèle G, vous êtes normosmique. C'est-à-dire que vous le sentez normalement. Le OR5A1, il est là, il est sur le chromosome 11. Et donc, en fonction du génotype que vous avez, ça a une répercussion sur votre phénotype. Le phénotype en olfaction, ben, c'est la perception. Voilà. Là, le parfum que vous avez senti, il était chargé en bétaïonone. Et si je fais une mesure de votre génotype, je suis à peu près certain qu'il y a 50% c'est AA et les autres 50% c'est AG ou GG. Mondialement, c'est comme ça. Voilà. Des anosmies spécifiques comme ça, on en a pour plein de molécules odorantes différentes. Plein. Voilà. Une anosmie spécifique, c'est pas une pathologie, c'est normal. C'est normal. Il y a même des parfumeurs qui ont des anosmies spécifiques. C'est-à-dire qu'ils parfument, enfin, ils construisent des parfums, mais il y a des molécules qui ne détectent pas. Voilà. Donc, le test qu'on a fait ensemble, il ne veut pas dire que quand vous avez trouvé ça super agréable, vous êtes AA, vous êtes AG, c'est simplement pour vous dire qu'on peut avoir des différences phénotypiques qui expliquent vraiment les différences, des différences génotypiques qui vont expliquer les différences phénotypiques. Le cycle menstruel, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est intéressant, c'est une molécule, je ne me souviens jamais. Alors, HMHA, c'est une molécule acide qui est produite par l'être humain, en plus grande quantité chez les hommes, hein, beaucoup plus grande quantité. Et ce qu'on a montré avec ma collègue Camille Fardenzi, c'est que, eh bien, au niveau de la phase d'ovulation, les femmes, donc, celles qui étaient en phase fertile,
il détectait mieux cette molécule en fait. Voilà. Alors que ce n'était pas le cas pour des odeurs comme l'alcool phényléthylique qui sent un peu la rose en fait. Donc là vous avez, on commence à toucher du doigt la fonction d'interaction sociale dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, alors là je vous ai fait un petit listing de toute la deuxième partie de ma conférence, mais je pense que je vais aller un peu vite. C'est comment en fait tout ce qu'on fait en termes de recherche fondamentale, l'impact qu'il peut avoir dans des choses très pratiques. Par exemple pour le bien-être, on a parlé des enfants avec autisme chez qui on tente de diversifier le répertoire alimentaire, l'industrie des arômes, de l'environnement, du parfum, de l'automobile, etc. Souvent c'est sous la forme de tests chiffres, mais également sous la forme de financement tout court, financement européen, régionaux. Ça, ce sont des exemples d'adaptation de techniques pour l'olfaction, pour mesurer les émotions, alors les émotions faciales, les émotions exprimées par votre système nerveux périphérique. Ça, c'est un protocole qu'on a mis en place pour mesurer l'émotion faciale chez un enfant, en fait, autiste, mais qui n'a pas de langage, en fait. Il ne peut pas vous dire si c'est agréable ou pas. Donc, en fait, on passe par des analyses automatiques. Ça, c'est intéressant aussi, c'est une technique qu'on a développée au labo, où on va mesurer le temps passé dans un environnement olfactif donné. Et par exemple, là, ici, dans cet espace, l'odeur, elle était là. Et ce qu'on a fait, c'est que on ne l'a pas dit aux participants, et on essaie de voir si le signal olfactif, c'est quelque chose de signifiant pour la personne. Voilà, donc en fait, on arrive avec ça à avoir des données et quantifier un temps dans un espace donné, et ce temps, il est directement en lien avec la préférence de l'individu, en fait. C'est ça qui est intéressant. Le comportement, le flairage, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, c'est des choses toutes simples. Si je vous présente une odeur de boule puante, vous n'aimez pas ça, vous allez faire. Si je vous présente une odeur de fraise et que vous aimez ça, vous allez faire. Et en fait, nous, on met une toute petite sonde à l'intérieur du nez et on est capable de mesurer l'inspiration nasale, le débit inspiratoire, et c'est directement relié avec votre perception hédonique, en fait. Ça, c'est des dispositifs qu'on développe dans l'équipe également, qui diffusent les odeurs automatiquement. Voilà. Alors, les pertes olfactives, quelques éléments, j'ai encore 5 minutes. Ok. Alors, juste petite définition, l'anormosmie, c'est l'état normal. L'anosmie, c'est une perte totale de l'odorat, et hyposmie, c'est une perte partielle. À côté de ça, vous pouvez avoir des pertes qualitatives, pas quantitatives, mais qualitatives. Par exemple, je vous présente une odeur de fromage ou de poulet rôti. Ouais. Ah, ça sent le carton. Voilà. Donc, ou ça sent je sais pas, le caoutchouc. Donc en fait, vous changez la qualité olfactive, c'est ce qu'on appelle une parosmie. Et parfois, vous marchez et poum, odeur de poubelle. Mais il n'y a pas de molécule odorante. Ou alors odeur de fraise, ou très souvent c'est très désagréable. Odeur de fumée, ce qu'on appelle des phantosmies. Donc ça apparaît surtout quand on perd l'odorat et que le système il essaye de se réadapter en fait. Alors pourquoi on perd l'odorat à la suite d'une infection comme le Covid par exemple? Sinonasal, quand vous avez des polypes, c'est un exemple, de sinonasal. Le post-traumatique, vous faites une chute sur le visage ou au niveau du nez ou du crâne, vous avez un trauma et ça a occasionné des dommages pour votre odorat. Congénital, depuis la naissance, à votre connaissance, vous n'avez pas d'olfaction. Souvent, c'est des causes génétiques, comme le syndrome de Kallmann, par exemple. Voilà. Alors, la prévalence, quel est le pourcentage d'individus qui souffrent d'odorat dans le monde? En fait, c'est à peu près 20% de perte d'odorat. C'est à peu près 20%. La très grande majorité, ce sont des hyposmies. L'hyposmie, c'est comme une myopie olfactive, en fait. Pour ceux qui sont bien, enlevez vos lunettes et essayez de regarder autour de vous. Voilà.
C'est ça, c'est vous détectez pas, vous interprétez pas votre environnement olfactif normalement. Mais il est toujours là. C'est faible, mais c'est toujours là. Donc c'est environ 15 à 18%, je dirais. Et puis il y a 1 à 2%, c'est une anosmie totale. Totale, vous n'avez plus d'odorat. Souvent l'anosmie totale, c'est avec l'âge ou avec certaines maladies. Alors quand on perd l'odorat, on peut se faire prendre en charge. Quand on a des polypes, on fait une chirurgie. Il y a certains médicaments, des antihistaminiques. En fait, en fonction de la cause, on va traiter. Puis il y a l'entraînement olfactif, on pourra en parler tout à l'heure. Il y a des effets sur la qualité de vie. Quand on perd l'odorat, on est plus susceptible d'être victime d'accidents domestiques. On présente un taux de dépression qui est significativement supérieur à la norme. Il y a une personne sur 3, dès qu'elle a l'anosmie, elle s'en rend compte, parce que des fois on ne s'en rend pas compte. Eh bien, elle déprime, ou certains disent elle développe une dépression. Déficience dans les domaines liés à la sécurité, à l'hygiène, certains dans leur vie professionnelle, et puis une réduction dans la richesse de l'alimentation. Voilà. Ça, c'est une étude qu'on a menée pendant le Covid. Il y a environ 15% des gens, dès qu'ils vont avoir une perte olfactive, ils vont développer une phantosmie. Donc le système, il essaie de se récupérer rapidement, mais il fait un peu n'importe quoi. Mais le problème, c'est que chez les personnes chez qui l'anosmie dure, eh bien la probabilité d'apparition d'une phantosmie, elle est énorme en fait. C'est quasiment 60% déjà. Quand votre perte olfactive elle dure, associé à ça, vous avez une chance sur 2 d'avoir également une phantosmie. Et avoir une phantosmie, c'est source de stress, d'anxiété. Et donc ça vous emmène vers un état mental qui n'est pas top, quoi. Ouais. Alors au labo, on développe différents types de kits. Ça, c'est un kit qui est industrialisé aux États-Unis, celui-là en Allemagne. Et puis nous, au labo, on a fait nos propres développements, plus adaptés à la population française, voire européenne. Et puis là, on a des projets où on travaille sur des tests qui sont connectés, où les gens en fait peuvent s'auto-tester depuis chez eux, avec des systèmes qui reconnaissent l'odeur, etc. Ça, c'est un truc dont je suis super content. Ça fait quelques années déjà, mais c'est vraiment de la vraie science participative. En fait, on a développé un kit, et puis on l'a envoyé à 50 000 personnes en France, par courrier. Et les gens, en fait, devaient se connecter à une plateforme depuis chez eux, ils sentaient, et puis ils évaluaient les odeurs. Et on a reçu 10 000 réponses. Voilà. Donc on a pu comme ça mesurer la prévalence des déficits olfactifs en France, en fonction de l'âge, en fonction de plein de facteurs. Voilà, et puis ça c'est le dernier projet sur lequel je travaille. C'est un projet que je coordonne, c'est un projet européen, où avec des collègues en Europe, on essaye d'apporter des éléments de connaissances scientifiques sur les mécanismes de l'olfaction d'une part, mais également des développements techno d'autre part, en termes de détection des molécules odorantes. Par exemple, nos collègues au LETI, au CEA, ils travaillent sur des nouvelles générations de nanocapteurs qui vont nous permettre d'avoir des capteurs olfactifs vraiment miniaturisés, spécifiques et sensibles, qui vont détecter les molécules dans l'environnement. À l'EPFL, ils travaillent sur des micro-stimulateurs qu'on peut positionner quelque part dans le système olfactif. La société Haribal, c'est une ancienne start-up, maintenant c'est une vraie boîte, qui fait de la biotechnologie, donc qui est capable de prendre de la nano et de la microtechnologie et de les combiner en un même dispositif. Je travaille aussi avec l'école polytechnique à Milan, qui eux sont spécialisés en... Alors cette équipe, elle travaille sur le design mécanique. En gros, un zinzin qu'on développe, eux ils sont capables de le designer pour qu'il soit utilisable par un être humain. Voilà. Et puis un labo de neurochirurgie à Dresde, et puis un labo d'olfaction clinique à Salonique en Grèce. Voilà.
Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.